Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci à tous d'être présents. Bienvenue sur ce webinaire qui est organisé par Cali Social, Regard croisé d'experts. Alors certains d'entre vous ont déjà participé à ces webinaires qu'on organise. L'objectif pour Cali Social, c'est sur les thématiques qui impactent tout le monde, les salariés, les DRH, les employeurs, les élus, de prendre le temps d'en parler, de faire appel à des personnes qui ont un regard spécifique, un regard d'expertise sur le sujet et d'échanger de manière assez naturelle, en apportant aussi des connaissances et des éléments d'expertise pour que tous ensemble, toute cette communauté finalement autour de ces questions du travail, de comment faire le travail, puisse évoluer finalement dans ces sujets qui sont évidemment impactants. En ce moment, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le télétravail, et qui a de l'impact. Pour pouvoir parler de ce sujet, j'ai demandé à deux personnes de participer à ce webinaire. Alors tout d'abord, Jean-François Pecker, qui est directeur des relations sociales de OVH Cloud, qui donc, OVH Cloud, vous connaissez cette organisation. Alors vous êtes probablement client sans le savoir, ou en tout cas utilisateur sans le savoir, parce que OVH Cloud, c'est le leader européen du stockage de données dans le cloud. Tu me diras, Jean-François, si j'oublie ou si j'omets certains éléments, mais et le leader français, évidemment, qui stocke la majorité de nos données avec un haut niveau de sécurité et qui fait en sorte que les règles de RGPD et de CNIL soient parfaitement respectées et que les données de chaque individu soient parfaitement protégées. Merci pour cette introduction, Camille. Bonjour à tous et ravi de participer à ce webinaire. Merci, merci à toi d'être là. Et Jean-François va nous donner le point de vue de justement d'un directeur des relations sociales d'une organisation comme OVH, avec deux choses qui m'intéressaient particulièrement et je suis très heureux qu'il soit parmi nous aujourd'hui. La vision d'un représentant des ressources humaines d'une grande entreprise, d'une part, et d'autre, de quelqu'un qui vient d'une entreprise technologique qui, sur les sujets de l'humain au travail, sont souvent perçus comme assez à la pointe, et notamment sur les questions de télétravail. Alors, Je ne sais pas, j'ai été exclu de la salle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardonnez-moi pour cette interruption. Voilà, je suis de retour. Non, ce que je disais, voilà, merci beaucoup Jean-François d'être là parce que, la vision d'un acteur des ressources humaines d'une grande entreprise, c'est intéressant sur le sujet du télétravail, mais aussi la vision d'un acteur de la technologie, des entreprises du digital, ça peut nous apporter énormément également. Et le deuxième invité aujourd'hui, c'est Julien Paco. Julien Paco, il est ostéopathe. Julien Paco, il s'occupe du corps et de l'esprit dans le monde du travail. Il travaille aussi sur les sujets de l'ergonomie à la maison avec une organisation qui s'appelle SLIN et qui crée des bureaux pour les collaborateurs à leur domicile. Et je suis très content que Julien soit là parce qu'il a vraiment ce regard d'expert du corps et de l'esprit, parce que les deux vont ensemble évidemment. Merci à toi d'être là. Julien, est-ce que j'ai rien omis dans ta présentation? Est-ce que tu m'entends, Julien? Je ne sais pas s'il m'entend. Ou alors, j'ai rien omis du tout et il acquiesce. Mais bon, le temps qu'il termine ses réglages, je vais continuer. Alors, pour tous les participants, le webinaire, Bonjour. on voit ça. On te laisse régler le problème technique et on va avancer sur le déroulé. Voilà, je crois qu'il est parti régler ça. Oui, on va travailler en plusieurs temps dans ce webinaire. On a un temps d'échange de débat avec des thématiques, hein.
ce qui nous intéresse, c'est le télétravail d'hier, le télétravail aujourd'hui et son évolution, et puis le télétravail de demain. On est aussi là pour faire de la prospective. Il y aura quelques sondages et on sera intéressé d'avoir le point de vue de tous les participants sur certains sujets qu'on a anticipés. Et avant de terminer, donc il y a ce débat qui sera rythmé sur ces 3 temps. Avant de terminer, j'ai demandé aux participants d'apporter leurs outils pour aider face au télétravail. Donc un certain nombre d'outils et donc Jean-François et Julien sont prêtés au jeu pour permettre de mieux gérer le télétravail d'aujourd'hui et le télétravail de demain. Donc il y aura un temps boîte à outils et puis ensuite on pourra conclure ce webinaire. Évidemment, pendant toute la durée des webinaires, vous avez un chat et l'objectif, eh bien, c'est que vous participiez aussi, que vous posiez vos questions. Claire, qui n'est pas visible à l'écran, est très présente et donc elle va noter vos questions de manière à ce que nous on puisse les avoir et que l'on puisse répondre à vos questions en direct, parce que ce débat, il est évidemment entre experts et avec Jean-François et Julien, mais il est aussi avec vous et vos questions sont très importantes. Donc surtout, posez-nous vos questions en temps réel et on prendra systématiquement le temps d'apporter une réponse. Le webinaire se termine à midi, pile. Donc voilà. Julien, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Excuse-moi, petit problème de connexion. Et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Bon, hélas, moi, je ne suis pas le leader mondial ni le leader français. J'aurais bien aimé avoir la même introduction que Jean-François, mais peut-être dans un prochain webinaire, on pourra utiliser ces termes-là. Merci Julien. Première question avant de démarrer, enfin en démarrant finalement avant de passer sur la question du webinaire d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière sur le webinaire, le télétravail d'hier. Comment est-ce qu'il était organisé? Comment est-ce qu'on vivait le télétravail? D'abord du côté d'OVH Cloud peut-être. Comment Jean-François, comment se passait le télétravail chez OVH Cloud avant la crise sanitaire? Alors le télétravail chez nous, ça va paraître peut-être assez surprenant dans une boîte tech comme celle d'OVH, mais finalement c'est assez récent. On avait commencé à écouter pas mal nos collaborateurs sur le sujet, je dirais vers 2015-2016. On menait à l'époque des campagnes d'engagement, nos collaborateurs, des enquêtes d'engagement. C'est un des points qui était revenu, en fait, le fait de pouvoir permettre le télétravail. Et ça correspondait pas exactement aux habitudes qu'on avait, puisque on a des bureaux physiques, comme toutes les entreprises, et on était fortement attachés justement au travail présentiel pour toutes les équipes. C'était vraiment quelque chose d'assez culturel chez OVH, et le télétravail est à contre-courant à l'époque. On a fait des tests pendant 1 an, ce qu'on appelle, quand on fait des tests chez nous, c'est ce qu'on appelle des proof of concept d'époque. Et donc, on a expérimenté avec une cinquantaine de collaborateurs qui ont fait du télétravail sous différents formats, en télétravail complet, en télétravail réduit pour d'autres. On a essayé d'accompagner les équipes pour ça. On a fait des accompagnements dédiés aux managers pour voir comment ça prenait. Et en fait, on a levé des inquiétudes qui étaient surtout celles, non pas des managers, non pas celles des télétravailleurs, mais des collègues. Et ça, c'était assez marrant, c'est qu'en fait, il y avait surtout une inquiétude des collègues, des télétravailleurs, qui se disaient peut-être que ce sera préjudiciable pour la personne, parce que je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas si elle travaille, je suis pas à l'aise. Et le test avait levé ça. Et donc, on a lancé du télétravail en mode réduit, mais généralisé en 2018, où on autorise le télétravail dans l'entreprise jusqu'à 2 jours par semaine, sous un format récurrent. Cyclique, hein, c'est toujours la même organisation. Et on a également mis en place une solution qui est beaucoup plus flexible et qui, à la demande, un collaborateur, de manière exceptionnelle, a besoin de travailler chez lui pour un sujet important, pour se concentrer. Il n'a pas les bonnes conditions de travail pour le faire en entreprise, il le fait de chez lui, ou alors même pour un équipe vie pro, vie perso, ça l'arrange de travailler de chez lui. Il le fait une demande à son manager et c'est validé très rapidement. Et ça, on l'autorisait jusqu'à 20 jours par an.
Donc ça, c'est ce qu'on avait mis en place en 2018 à l'occasion d'une renégociation complète de notre accord sur le temps de travail et qui avait deux axes principaux. C'était plus de flexibilité pour l'entreprise, pour les collaborateurs et plus de confiance. Et on avait décliné ça sur la partie télétravail, généralisé du coup, sur ces bases-là. Ça, c'était le avant. D'accord. C'est intéressant parce que je comprends aussi qu'il y a déjà il y a cette question de l'idée que l'on a d'une boîte tech finalement qui est peut-être un peu erronée parce qu'une boîte tech c'est une boîte avant tout et qu'elle a les mêmes problèmes que tout le monde. Et ça c'est la première chose que je retiens. Et la deuxième chose que je retiens, c'est qu'en fait il y a eu une sorte de montée crescendo, euh, un pas à pas pour s'habituer finalement, habituer tout le monde au télétravail. C'est ce que je comprends dans la façon dont vous avez fonctionné. Oui, et c'est vrai que ça a plutôt bien répondu, hein. Comme je disais, c'était une remontée d'abord des collaborateurs sur la partie qui vie pro, vie perso. Dans nos enquêtes d'engagement, c'est ce qui ressortait à l'époque. Mhm. Et on voit que ce qui a vraiment le plus marché à l'époque, c'était donc le dispositif flexible à la demande jusqu'aux 20 jours par an. Quand j'ai besoin, je prends ce jour de home office où je travaille de chez moi. On avait un tiers des collaborateurs à l'époque qui a utilisé ce dispositif dès la première année, alors que le télétravail organisé, régulier, où on accompagne le collaborateur sur la partie RH, le manager sur la partie RH également, l'équipement de travail, tout ça en fait, c'était beaucoup plus rigide, beaucoup plus peut-être moins attirant, en tout cas plus organisé. Et ça, effectivement, ça a marché de manière plus réduite. On avait 6 à 7% de nos collaborateurs qui utilisaient le dispositif. Donc c'est D'accord, la flexibilité, c'est l'équilibre vie pro vie perso qui a le plus marché avec le dispositif à la demande qu'on appelle le home office chez nous. super. Toi, Julien, ton regard d'expert du corps et de l'esprit sur ce qu'était le télétravail avant la crise sanitaire, est-ce que tu as un élément à apporter sur cette question-là? Il y avait tout à fait, il y avait une énorme différence, comme Jean-François vient de dire. En fait, ce qui a fonctionné, ça a été lorsque ça a été désiré et non pas lorsque c'est imposé. Le télétravail qui est imposé maintenant n'est pas du tout vécu, il est subi et c'est une mise à l'écart de l'espace de travail et de collaboration. Parce que les bureaux, c'est un espace en fait de collaboration, d'interconnexion et de subir cette décision, elle est beaucoup plus difficile qu'avant. Le télétravail choisi avant notre pandémie, eh bien, il était hyper fantasmé par tous ceux qui n'y avaient pas accès, parce qu'en fait, ça nous permettait d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Jean-François le soulignait évidemment, puisque vous prenez en moyenne les travailleurs franciliens qui font une heure et quart de transport le matin, une heure et quart de transport le soir, ils gagnaient dans leur seule journée de home office 2 heures et demie. 2 heures et demie, c'est énorme. Quand on veut retrouver un équilibre d'activité perso et intentionnelle, bah, c'est clé. Juste avec un petit pourcentage dans les sciences du. On dit que l'accession au bonheur, elle est due à 50% au génétique, donc notre matériel génétique, on n'a pas grand accès dessus, 10% aux et circonstances de la vie, et 40% de notre accession au bonheur, elle est due à nos activités intentionnelles. Donc, 2 heures et demie de liberté dans la journée, ça nous permettait d'aller soutenir toutes nos passions ou même d'être en lien avec notre entourage, de prendre des quality time, comme on dit, ou des temps de qualité. Ça nous amenait du temps de cerveau libre. Donc, c'était pas du tout c'était pas le même vécu. Voilà. Hmm. Ouais, je comprends très bien. Et c'est vrai que chez Kelly Social, euh, où donc nous, notre métier, c'est d'accompagner psychologiquement les salariés, hein, le télétravail, c'était véritablement perçu comme cet Eldorado de l'équilibre pro-perso. La question du temps de travail, elle est plus liée à l'Île-de-France au reste de la France. Et je pense que tu parlais de fantasme tout à l'heure. Il y avait cette notion de fantasme, effectivement, de l'équilibre. Alors, tu as devancé la deuxième partie, à savoir maintenant, qu'est-ce que c'est que le télétravail? Parce qu'il y avait le télétravail avant, il y a le télétravail maintenant. Effectivement, le télétravail, il a été imposé par le confinement.
pour beaucoup de monde, alors pas pour tout le monde, mais il y a encore beaucoup de monde qui sont retrouvés dans cette situation. Euh, Comment ça s'est passé justement cette situation je crois qu'on a reperdu Julien. On va repasser chez OVH Cloud. Comment ça s'est passé, Jean-François, chez OVH Cloud finalement ce télétravail imposé par le confinement? Oui, bah, comme beaucoup d'entreprises à l'époque, on est tombé sur le sujet à partir du mois de mars avec le confinement. Donc, en l'espace de quelques jours, on a été amené à mettre en télétravail l'ensemble de nos équipes qui le permettent, hein, parce qu'on parle du télétravail généralisé, mais c'est pas le cas, hein. La majorité, enfin, on a une bonne partie des Français qui sont en télétravail, mais on a également une autre bonne partie qui reste à travailler dans les locaux, dans les ateliers, dans les usines. Et nous, on a une activité industrielle, on maintient nos propres data centers, on fabrique nos propres serveurs, et donc on a une partie des collaborateurs qui sont restés en travail présentiel sur site. Pour tous les autres métiers, donc ça correspond à 75% de nos effectifs, du jour au lendemain, quasiment, on est passé en télétravail. Alors d'abord, c'était un gros challenge technique en réalité, hein, comme beaucoup d'autres entreprises, parce que tous nos métiers n'étaient pas encore ouverts au télétravail à ce moment-là. Sur les 75%, on avait une partie de nos métiers support, notamment pour les contacts téléphoniques et les échanges qui se faisaient plutôt en présentiel et avec peu d'accès au télétravail. Donc, on a complètement équipé l'ensemble de nos collaborateurs pour pouvoir continuer à exercer nos activités. Et, et c'est vrai que ça a été pendant les premiers jours, surtout un enjeu technique, faire en sorte que nos infrastructures tiennent. Et ça a été le challenge de beaucoup d'entreprises. Oui, d'ailleurs, j'ai une question de Valentine qui dit parfois le télétravail est souhaité mais empêché par des problèmes techniques et budgétaires, fournir un PC, une VPN sécurisée, etc. Et exactement, et en travaillant de chez soi, ben bien sûr, on repose sur sa connexion Internet, on repose sur son logement, et c'est d'autres problématiques qui n'étaient pas forcément abordées dans les entreprises, en tout cas pas de manière volontaire, puisque c'était plutôt un choix du collaborateur que d'être en télétravail. Maintenant qu'il a imposé, l'entreprise doit regarder si la connexion est bonne, si la connexion est stable, et si ça permet le travail à distance ou pas. Et donc, ça veut dire que ça change effectivement la donne, et le télétravail, comme tu le disais, Julien, devient imposé avec d'autres enjeux, d'autres problématiques. Donc, c'était surtout technique, et c'est clair que nous, on a été amenés à cette époque-là à mettre à disposition de collaborateurs des clés 3G pour pouvoir D'accord. travailler à distance, et parce que c'était le système D, le temps que la connexion Internet de meilleure qualité soit souscrite auprès d'un autre fournisseur Internet, etc. Donc il y a eu quelques jours, quelques semaines de latence. D'accord. Mais c'est un enjeu technique, et encore aujourd'hui. Donc, enfin, voilà, pour ma part, aujourd'hui, je suis venu au bureau parce que j'ai la chance d'avoir une super connexion, et ça montre que effectivement, il y a pour nous, en tout cas, une question à se poser, c'est quel est le meilleur endroit pour travailler aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut mieux que je sois chez moi? Est-ce que vaut mieux que je sois au bureau? Bah, clairement, aujourd'hui, moi, je voulais être au bureau pour avoir une super connexion Internet. D'accord. Je soulignerai même. Est-ce que, Julien, est-ce que tu peux t'approcher un petit peu pour qu'on t'entende plus? Parce qu'on t'entend moins bien. J'ai eu quelques commentaires dans le chat. Ok, merci. Je soulignerai même que la question, Jean-François, qu'on se pose, c'est quelle activité j'ai besoin de faire aujourd'hui. C'est même pas quel travail, c'est quelles activités. Tous dans nos postes, nous avons plusieurs activités chaque jour, des activités qui nous demandent d'être créatifs et d'avoir du calme, des activités où on doit être en relation avec une personne, des activités où on est en échange, et une autre activité où on va descendre de l'information, une activité où on répond à des mails. Et en fait, ces activités-là doivent être soutenues par des atmosphères et des mobiliers, et éventuellement aussi du matériel différent. C'est ça le futur de l'organisation du travail qui va nous amener à réfléchir très profondément sur le sens de nos bureaux et de notre travail en home office ou dans l'espace de bureau classique comme on connaît tous. Et c'est vrai qu'il y a cette question. Évidemment, on comprend dans ce que vous dites tous les deux que euh, les conditions de travail sont déterminantes. J'ai une question qui demandait sur le chat qui disait, y a-t-il eu un souci d'équité entre les télétravailleurs et les équipes sur place chez OVH Cloud? Alors,
faut peut-être que je revienne un petit peu en arrière. Effectivement, et si on repart sur le moment où on a généralisé largement le télétravail pour l'ensemble de nos équipes, on a fermé en même temps nos bureaux physiques, sauf pour la partie effectivement des usines et des ateliers et des data centres. À ce moment-là, je pense qu'il n'y avait pas trop de difficultés de comprendre pourquoi certains bureaux étaient fermés, pourquoi des ateliers devaient continuer à fonctionner pour pour la continuité de nos services. Si un data center ferme, il y a plus d'internet pour nos clients et pour une bonne partie de la France et de l'Europe. Donc c'est vraiment important de maintenir nos activités. C'est clé en fait. Donc il y a eu une bonne compréhension sur cette dimension-là. Je pense que on a commencé à avoir des questions sur l'équité à partir du moment où ça s'est installé dans le temps. Donc à partir de juin, ouais, je dirais juin, où on a eu le souci de regarder effectivement ces changements, comment on peut les maintenir dans le temps sur une approche équité. Et tout à l'heure, on parlait du logement. Est-ce que du coup, j'ai un logement qui me permet de travailler dans des conditions convenables par rapport à une situation où je suis habituellement dans un environnement d'entreprise avec des locaux qui sont adaptés? Ça, c'est un premier point d'équité entre travailleurs, entre télétravailleurs, mais il y a également la question de l'équité entre ceux qui se déplacent et qui vont sur site pour travailler, dans un contexte sanitaire ou pas, et ceux qui travaillent de chez eux. Et pour nous, au VH Cloud, un des gros enjeux, et on a commencé à travailler sur le sujet à partir du mois de juin, c'est de faire en sorte que l'expérience des collaborateurs, qu'on soit en distance ou en présentiel, soit la plus proche possible et qu'on éteigne toutes les incompréhensions, toutes les anomalies dans nos dispositifs, dans nos avantages sociaux, pour justement gommer l'inéquité qu'il pourrait y avoir. Un exemple concret, c'est que on avait effectivement un modèle avec des restaurants d'entreprise. Bon, bah, quand on est en télétravail, l'accès au restaurant d'entreprise, il est un peu plus compliqué. Et donc, il était ouvert uniquement pour les collaborateurs qui étaient en présentiel. Dans nos dispositifs, on a également un accès à une salle de sport. Bon, bah, l'accès à la salle de sport d'entreprise dans les locaux, bah, ça marche moins. Donc, on a essayé en fait de faire en sorte d'apporter les mêmes services, qu'on soit en présence ou en distance. Et ça, c'est un enjeu actuel, mais c'est un enjeu plus global que d'autres entreprises rencontrent, je pense, aujourd'hui, euh, également dans leur environnement international. Au VH Cloud, c'est une entreprise qui est présente dans une quinzaine de pays dans le monde et on cherche à avoir effectivement une équité également dans nos avantages pour l'ensemble des collaborateurs également à l'étranger. Donc faire en sorte que ce qu'on offre à nos collaborateurs français, on le retrouve également à nos collaborateurs à l'international. Et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant chez nous, c'est ce sentiment d'équité, le fait de faire en sorte de mettre à disposition des services, des avantages pour tous et pas forcément pour les salariés qui sont uniquement au siège social ou ce genre de choses. Donc c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, c'est hyper intéressant cette notion d'équité. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'est un problème actuellement, mais c'est aussi une vision. C'est-à-dire que ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est la vision à terme pour VH Cloud, c'est d'offrir des conditions d'équité, équitable pour l'ensemble de vos collaborateurs partout dans le monde. Et non, mais c'est un enjeu de société, c'est un enjeu de l'humanité. En fait, l'équité mondiale, ça fait déjà des années qu'on en parle, en parlant de la pauvreté. En fait, on ne parle pas de l'équité, on parle de la pauvreté, de l'inéquité. Il y a un enjeu mondial. Et finalement, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que la vision de VH Cloud, c'est de résoudre les inéquités dans tous les pays dans lesquels OVH Cloud est présent, donc aligner tous les collaborateurs dans le monde. C'est hyper intéressant. Alors ça fait 2 ans hein, qu'on est vraiment axé sur cette ambition-là. Ça paraît ultra simple, c'est génial à dire, mais c'est d'une complexité redoutable. Mais on est convaincu qu'effectivement c'est quelque chose qui est vraiment attendu par nos collaborateurs et que c'est le sens de l'histoire dans laquelle on veut s'inscrire. Super, mais moi, tu sais, je suis un optimiste de nature et je me raccroche à tous les éléments qui me permettent de me dire que demain, le monde sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc, je trouve en tout cas que et pardonne-moi, je vais le qualifier comme ça, mais qu'une entreprise du capital, avec une approche capitalistique, finalement,
a une vision qui a un impact positif pour la société. Et cette notion de mission sociale, de mission sociétale qu'on donne aux entreprises avec la position que Danone a prise notamment, il y a plusieurs entreprises qui se positionnent, mais finalement, c'est aussi une vision d'une société comme OVH Cloud. Et donc, l'impact que les organisations, les entreprises peuvent avoir sur la société, il est de plus en plus présent. C'est ce que je comprends aussi. Je vais passer sur un autre sujet parce que le télétravail imposé, on en a parlé, on le voit sur les questions d'équité, on le voit sur les questions technologiques, on en a parlé, sur les questions du corps. Julien, qu'est-ce qui s'est passé depuis le confinement en termes de corps qu'est-ce que tu as pu constater? Est-ce que tu as des éléments à nous apporter sur ce sujet? Oui, tout à fait. Alors, outre ces troubles musculo-squelettiques qui sont dus à des mauvaises postures de travail parce qu'on n'est pas équipé, il y a aussi eu ce repère cette perte de repères spatio-temporels qui nous faisait nous lever, aller voir les collègues, nous mettre en mouvement, nous hydrater un petit peu régulièrement avec l'accès à la bonbonne à eau ou aller se faire un thé. Et bien en fait, il y a une répercussion sur la santé en général et sur la qualité de sommeil. Et on rentre dans un cercle vicieux. Et je pense que ça va être une petite bombe à retardement où on va vraiment voir exploser les chiffres du mal-être de tous ces employés et tous ces salariés qui ont été obligés d'être en télétravail trop longtemps et qui n'ont pas vraiment pris la mesure de la prévention de leur corps. Donc, il y a dans les cabinets d'ostéopathie, on a pas mal de cervicalgie, de migraines, et puis tous les petits troubles et dysfonctionnements digestifs et qui sont liés au manque de mouvement. Hein. Cette sédentarité, elle a des effets délétères sur, on sait, sur le cholestérol, sur la baisse de l'immunité, sur l'obésité. On le sait tout ça sur l'hypertension artérielle. Mais là, on se retrouve avec des gens qui bougent de moins en moins. Et en fait, le fait de moins bouger, rien que les organes dans leur digestion vont beaucoup moins bien fonctionner. Et si on fonctionne moins bien dans notre digestion, qu'est-ce que la digestion? C'est juste la transformation d'un aliment externe en une molécule d'énergie interne qui va être consommée par notre cerveau et notre muscle. Donc, en fait, on va avoir sur le long terme, si on n'arrive pas à vraiment implémenter des changements d'habitude en télétravail, on va avoir des effets, on va avoir une petite bombe au niveau de l'assurance maladie. Et puis, comme en télétravail, vous savez que s'il y a un accident de travail qui est dans l'espace privé pendant les heures de télétravail, il est considéré comme un accident de travail. En fait. Donc, ce sera pareil sur les maladies professionnelles. Je pense qu'il va y avoir un petit sujet là-dessus d'ici. C'est vrai. Je vais en profiter pour lancer un sondage d'ailleurs à tous les participants. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile à vivre en télétravail? Vous avez la possibilité de voter. Je viens de le lancer, donc on a 5 minutes on a 5 minutes. Enfin, vous avez 5 minutes pour répondre, ce qui est largement suffisant. La question est simple. Il y a trois champs de réponse. Ça nous permettra aussi de percevoir votre avis sur le sujet. Et de point de vue ergonomie, parce que tu es debout là, je vois que tu es debout, Julien. Alors, est-ce que ça a un sens le fait que tu sois debout? Alors, ça a un sens déjà au niveau tonico-émotionnel, parce que j'ai envie de vous transmettre de l'engagement et de la motivation. Donc, toutes mes conférences, parce que maintenant, je fais toutes mes conférences sur Teams, sur Zoom, sur GoToWebinar, enfin, toutes ces plateformes extraordinaires, mais il faut garder l'engagement. Il faut garder l'engagement et le langage corporel. Assis, c'est beaucoup plus difficile. Moi, ce que je fais aussi dans mes positions de travail, c'est que j'évolue en fonction de la journée, en fonction du soleil, en fonction de mes envies et comme je soulignais tout à l'heure, en fonction des activités et des tâches que sont les miennes. Et c'est là aussi tout l'intérêt de l'association que j'ai avec Sleen, les meubles de télétravail, c'est que ce sont des meubles, c'est du mobilier modulable. C'est hyper facile à déplacer et lorsqu'on enlève le plateau, ça devient 2 consoles et on peut les ranger un peu partout.
Donc le matin, si on veut être un petit peu face au soleil avec son café et regarder ses mails et mettre à jour un petit peu tous ces messages, bah, on se met à un endroit de la pièce ou de son appartement, et puis l'après-midi, on peut se mettre à un autre endroit en fait. Il faut essayer d'évoluer dans la pièce et bouger. C'est la clé de la santé, c'est le mouvement, et surtout, ouais, ça pourrait être. S'il y a une seule chose qu'il faudrait se rappeler dans mon message, c'est que la clé de la santé, c'est le mouvement. J'ai beaucoup de questions sur les postes de, de travail justement et les sièges et cette notion de voilà, j'avais introduit Sleen. C'est vrai que tu as cette activité où vous créez chez Sleen des mobiliers pour favoriser un télétravail ergonomique mais aussi équilibré. J'entendais parce que tu peux te déplacer en fonction de là où tu te trouves. Euh, euh, c'était ça. On propose un mobilier design et ergonomique avec plusieurs tailles de plateaux pour aller dans tous les intérieurs. Parce que vous pouvez vivre dans un 30 mètres carrés comme dans un 150 mètres carrés. Vous n'avez pas forcément de la place ou vous avez de la place, peu importe. Donc il y a plusieurs choix. Et surtout, ce qui est important, c'est cette idée de modularité. C'est-à-dire que quand on a fini sa journée de travail, on a 2 vis papillons à enlever, on pose le plateau dans un coin et on utilise les 2 consoles comme un repose-pot de fleurs ou une station de téléchargement pour ces devices. Mais en fait, ce qui est important aussi, c'est de sortir de sa vision notre espace de travail quand c'est fini. Et c'est important parce que cet espace, il doit redevenir notre espace pro, puisqu'on parlait tout à l'heure équilibre vie pro, vie perso. Et donc, on doit être capable de changer cet environnement. Et c'est pour ça qu'on a mis au point et designé ces 2 consoles qui deviennent des tréteaux et pour avoir un espace de travail. On a 2 chaises aussi avec ou sans accoudoir. Alors, je réponds à une question qu'on me pose souvent avant que tu me la poses. Accoudoir ou pas accoudoir, bien ou pas bien? Bah, les accoudoirs, c'est bien, ça vous permet de relâcher les épaules quand vous travaillez toute la journée, ça vous fait un relais sous les coudes qui vous permettent de ne pas avoir de tension et d'accumulation de tension et des inflammations au niveau des épaules et des angulaires. Puis si vous n'avez pas d'accoudoir, bon, bah, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est juste penser à soi le plus souvent possible et à se faire un petit scan des tensions que je peux vous proposer de faire là tous maintenant. Là, vous allez même le faire, Camille et Jean-François. Posez-vous ces questions toutes simples. Parce que c'est quelque chose qu'on fait quand on entraîne les sportifs de haut niveau pour éliminer les gestes parasites. Alors, posez-vous cette question simple. Est-ce que j'ai les muscles de mon front qui sont inutilement contractés? Est-ce que j'ai les sourcils froncés? Je relâche. Est-ce que mes paupières sont détendues? Est-ce que mes joues sont relâchées? Est-ce que ma mâchoire est détendue? Est-ce que mes dents se touchent? Normalement, vos dents ne se touchent pas. Où est votre langue? Est-ce qu'elle est collée au palais? Est-ce qu'elle est sur les dents ou est-ce qu'elle est en arrière? Déglutissez, voyez où votre langue se retrouve. Relâchez le cou, le larynx, les 2 épaules. Relâchez les bras, les avant-bras et même les muscles au niveau des doigts. Et je pense que là, si on fait un sondage, 100% des gens ont libéré au moins un muscle. Camille, qu'est-ce que tu as libéré comme muscle? Moi, j'ai des muscles partout, j'ai plein de libérations. Mais j'ai senti tout de suite, déjà, je suis quelqu'un qui fronce naturellement. Et quand tu m'as dit, est-ce que vous froncez les sourcils inutilement, tout de suite, j'ai senti effectivement des bras. Ah, les bras. En fait, c'est systématique. Même quand on coupe des légumes, en fait, on se tend. Le corps, le cerveau, il ne module pas la concentration. Quand on est tendu vers une tâche, en fait, on ne respire pas, on ne cligne pas des yeux et on est tendu. Donc, plus vous êtes devant votre ordinateur, plus vous devez en fait vous scanner, ramener votre attention sur vous et se détendre régulièrement, notamment si vous n'avez pas d'accoudoir à votre fauteuil de travail. Ben merci. Je viens de partager les résultats du sondage qui vont me permettre aussi de parler du sujet de la psychologie parce que on a ce point de vue-là chez Cali Social qui est assez particulier, qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile à vivre en télétravail?
50% des gens ont répondu le manque de contact avec vos collègues, 38% des douleurs physiques qui apparaissent, maux de tête, dos, et 12% des troubles du sommeil en état d'esprit moins positif. Donc vraiment, l'isolement social ressort comme numéro 1 et la question du physique comme numéro 2. Merci à tous pour votre participation. Moi, les quelques données que je voulais vous partager, on suit donc un certain nombre d'éléments. Moi, il y a 2 données qui sont clés que l'on a constatées parce que les sondages, enfin les analyses que l'on a faites, Qualis Social accompagne près de 10 000 personnes chaque année en psychologie, en coaching, en assistance sociale. Donc, on a beaucoup de données. Nous, ce que l'on a constaté au second confinement, c'est qu'on a fait plus 300% de soutien psychologique. Donc, on a eu une augmentation très forte, x4, de soutien psychologique, de demande de soutien psychologique, ce qui est vraiment important, donc qui traduit aussi un besoin. On a fait, alors, un besoin, les raisons principales de ce besoin-là, il y a le manque de soutien, le manque de collaboration avec les collègues, donc voilà, ce que le sondage dit, le manque de contact avec vos collègues, c'est pas la première raison du soutien psychologique. La première raison, c'est l'isolement par rapport à l'entreprise et par rapport au management. Le sentiment de ne plus échanger avec son employeur, avec son manager et de se sentir isolé de l'entreprise. C'est vraiment la première raison qui provoque justement chez les personnes le souhait de nous contacter. Et la troisième raison, c'est les problématiques de déséquilibre pro-perso. On en parlait tout à l'heure. Hier, on parlait beaucoup des problématiques d'équilibre professionnel et personnel, alors qu'on avait une vraie scission entre le monde du travail et le monde, une scission géographique, parce qu'on avait cette problématique de porosité avec les outils digitaux. Aujourd'hui, il n'y a même plus la scission géographique, et c'est la troisième catégorie qui arrive après le soutien des collègues et le soutien du management. Ça, c'est les statistiques que l'on constate sur ce second confinement chez Qualis Social. Et un autre élément que je voulais vous partager, que nous, on a constaté, qui interpelle, qui interroge, c'est qu'on a eu une hausse on a fait x3 sur les alertes harcèlement moral. On a eu 3 fois plus d'alertes harcèlement moral sur ce confinement-ci qu'en temps normal. Donc, on a eu aussi une hausse des problématiques de mauvais comportement. Alors, une alerte harcèlement, ça ne veut pas dire qu'il y a harcèlement, mais systématiquement, il y a des problématiques comportementales derrière. Et on a fait x3 sur les problématiques générées par les comportements au travail. Et notre analyse, c'est évidemment que c'est lié à ces nouveaux moyens de communication qui nous ont été imposés. Et donc, nous, d'un point de vue d'experts en psychologie, notre constat, il est simple. 4 fois plus de sollicitations de soutien psychologique, 3 fois plus d'alertes harcèlement moral, le soutien managérial, le soutien des collègues et le déséquilibre pro-perso en troisième cause de mal-être au travail. Je vais revenir sur ce que vous disiez tous les deux, parce qu'il y avait beaucoup de sujets, et puis sur la question du management du télétravail de demain, parce que c'est vrai que le constat, finalement, l'apprentissage que l'on a tous les trois, finalement, de ce télétravail imposé, il est plutôt négatif. C'est-à-dire que on a plus de TMS, on a plus de risques de troubles psychosociaux, on a des problèmes d'inéquité. On a quand même beaucoup de problématiques qui sont apparues avec cela. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de télétravail demain, ou alors c'est finalement on avait l'utopie d'un télétravail salvateur, et que finalement le fait d'y être réellement confronté nous a permis d'apprendre, de découvrir que ce télétravail n'était pas salvateur, il était plutôt créateur d'inéquité, créateur de troubles du corps, créateur du trouble de l'esprit. On pourrait en déduire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Alors, c'est un peu extrême. Je pense qu'effectivement, il y a des côtés qui sont vraiment positifs au télétravail, bien sûr, et tout ce qu'on a pu imaginer, projeter avant sur la partie équilibre vie pro, vie perso,
il y a aucun débat. C'est clairement des impacts qui sont vraiment positifs. Rien que le fait de gagner du temps sur le transport, comme tu le disais, Julien, ça permet de récupérer un temps de qualité. Et ça, effectivement, c'est très important. Simplement, je pense qu'on a pris un peu plus conscience de tout ce que ça implique et qu'effectivement, il y a des situations, des contextes où le télétravail, ça marche très bien. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus complexe. Et je peux vous partager ce que j'ai vécu comme plein de parents de jeunes enfants à titre personnel. Bon, quand il y a les enfants à la maison, travailler et se concentrer, alors que l'école, justement, a été fermée aussi, c'était pas une période qui était très très facile. À l'inverse, des personnes se sont retrouvées isolées. Sans en plus pouvoir sortir de chez elles le soir et des contacts humains qui étaient extrêmement limités, surtout dans le premier confinement. Et on a vu effectivement des personnes qui sont venues vers nous en me disant voilà, là, je suis vraiment en difficulté, aidez-moi. Donc, faut pas négliger le fait qu'il y a un pourcentage assez faible de personnes pour qui le télétravail extrême, le tout télétravail, le full télétravail, n'est pas une solution qui leur conviendra. Mais à l'inverse, voilà, il y a aussi des points positifs et nous clairement, on voit que au-delà de l'équilibre, il y a également la possibilité pour les collaborateurs de pouvoir être plus reposés, plus dispo et plus concentrés en fait sur leur travail aussi. Donc il y a aussi une amélioration dans la qualité du travail qui peut être réalisé. Par contre, moi, mon point de vue, il est très très clair sur le sujet, c'est que le tout télétravail à 100%, je ne considère pas que c'est un modèle qui est viable et qui est durable sur le long terme. Le modèle que nous, on imagine, on conçoit chez OVH, c'est plutôt un modèle hybride, où effectivement, on prend du temps quand c'est Profite. adapté pour travailler de chez soi, on prend le temps quand c'est adapté pour travailler de l'entreprise, mais on est plutôt sur un mix et pas sur un tout l'un ou tout l'autre. J'en Euh, profite j'ai envoyé à tous les participants, je vous ai envoyé un sondage pour avoir votre avis justement sur votre vision du télétravail de demain. Est-ce que c'est du full télétravail, du full entreprise? Bref, vous pouvez répondre aux questions et nous partager votre avis. Ce sera intéressant d'avoir ce regard de la communauté. alors, je ne veux pas que monopoliser la parole sur ce point-là. Je pense que Julien, tu auras des choses très intéressantes à dire aussi. Mais c'est clair que pour nous, la réussite et le succès du télétravail, du home office, peu importe comment on l'appelle, c'est effectivement de pouvoir développer des valeurs qui sont fortes, comme la confiance. Un télétravail qui marche, un télétravail qui est bien vécu, c'est forcément en fait au travers une relation de confiance entre le collaborateur, le manager, l'entreprise. C'est également le fait de pouvoir accompagner l'isolement et le fait de compenser cet isolement par des outils qui sont collaboratifs, par des dynamiques d'équipe qui sont plus fortes. Quand on est à distance, faut en tenir compte et il faut adapter du coup la manière dont on accompagne une équipe, la manière dont on manage une équipe, la manière dont l'équipe fonctionne entre elles. C'est pas recopier ce qui se passe en présentiel parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui existait dans toutes les entreprises qui travaillent sur du multisite. Quand on travaille dans plusieurs établissements et qu'on a des équipes qui sont éclatées entre plusieurs sites, c'est exactement la même problématique. C'est pas bien éloigné et c'est des choses qui peuvent se faire. Donc le télétravail, il faut pas tout jeter. Il y a des choses qui sont vraiment positives. Faut continuer. Par contre, ça s'accompagne, ça se met en place et il faut le faire de manière équilibrée pour en voir les effets positifs. Alors, j'ai des Fondamentalement, je pense que je vais juste terminer sur ce point-là. Je questions. pense qu'à terme, le télétravail qui permet le meilleur engagement des collaborateurs, c'est certainement celui où on est sur un mix à peu près à 3 jours par semaine. Au-delà, je pense qu'on commence à avoir des effets de désengagement aussi des collaborateurs. Ouais, j'ai des sujets. Là, j'ai Jean-Louis qui disait travailler, c'est le collectif. Télétravailler, c'est s'isoler, d'où le besoin de créer un collectif. Donc, je pense que ce que tu dis va totalement dans le commentaire de Jean-Louis. Il y avait aussi des questions, le quid du juridique. Un accord national interprofessionnel vient d'être signé. Quel impact, tu t'en tires quoi comme enseignement, Jean-François, pour OVH? Qu'est-ce que tu en penses de cet accord national interprofessionnel? Alors, je l'ai vu effectivement comme pas mal de monde la semaine dernière. Ce que j'ai trouvé assez intéressant dans l'approche, c'est qu'on fait clairement une distinction entre le télétravail
volontaire, le double volontariat de l'entreprise et du salarié, et le télétravail qui est imposé. Et je pense que c'est un point qui est vraiment important dans l'approche et dans la manière dont on accompagne la solution de télétravail. Donc ça, c'était une distinction qu'on n'avait pas vraiment faite à l'époque chez OVH en 2018. On a revu notre accord sur le temps de travail pour clarifier justement cette situation cet été, le fait qu'il y a des situations de pandémie qui peuvent arriver où le télétravail peut être imposé. On l'avait écrit dans notre accord en 2018, mais on l'avait pas conceptualisé, on n'avait pas imaginé que ça se produirait un jour. Donc on a eu besoin effectivement de clarifier ça et justement de niveler certaines situations d'inéquité ou d'accompagnement sur le matériel, ce genre de choses. Donc ça, c'est une première évolution qui est assez intéressante, je trouve, dans cette année. La deuxième chose qui est assez intéressante, c'est qu'on remet quand même une certaine clarté sur le fait qu'un accident, comme tu le disais Julien, un accident sur le travail, c'est un accident du travail. Ben, au domicile, si on est en télétravail, c'est un accident du télétravail et ça engage du coup une responsabilité de l'entreprise. Et ça veut dire qu'effectivement, ben, le télétravail, on le fait pas n'importe comment, ça s'accompagne. Il y a plein d'accords. Notre accord également prévoit que l'entreprise euh, ou le CHSCT, le CSSCT, ben, un droit de regard aussi sur la manière dont le télétravail est exercé, le fait qu'on peut être amené à visiter les locaux des collaborateurs. Je ne sais pas comment on accompagnera ça au final, mais en tout cas, le fait de s'assurer que l'espace de travail il est adapté pour travailler quand on le fait de chez soi, c'est un vrai enjeu. Au-delà de ce qui est juridique, c'est sur l'accompagnement Et c'est ergonomique et humain, vraiment c'est là-dessus très important. que nous mettons l'accent chez Sleen, en fait. Et c'est là où on a su créer un accompagnement complet en fournissant évidemment du mobilier, mais aussi du coaching numérique avec une application qui permet à l'opérateur en fait de comprendre les postures de travail, l'importance des pauses, l'importance de l'hydratation, l'importance des moments en dehors du travail qui nourrissent notre capacité à être créatif et tout ça en sécurité. Parce qu'il y a la frontière, en fait, évidemment, de l'intrusion. Où est-ce que c'est de la bienveillance et où est-ce que c'est intrusif? Je pense que le futur du télétravail, il est là, il est concerté, comme tu disais, avec la voix de la sagesse, Jean-François. Mais ça va ouvrir vraiment, moi je voudrais même parler plus de nouveaux modes de travail plus que du télétravail, parce que ça va ouvrir des opportunités extraordinaires aussi pour les entreprises pour réorganiser leur travail, c'est-à-dire les bureaux, les outils, les modes de management. J'ai vu dans le chat, effectivement le management, même Jean-François le disait, s'il n'y a pas le management de confiance, c'est impossible. Donc, il va falloir accompagner, former. Mais rien que maintenant, avant le Covid, je travaillais pas mal avec des aménageurs d'espace pour l'ergonomie de travail. Et il y a des études de foisonnement qui sont faites. C'est des gens qui viennent pointer tous les jours dans votre entreprise, savoir quels sont les espaces occupés, quels sont les sièges qui sont occupés. Et en général, en moyenne, on tourne à 60% de sièges occupés en même temps dans une entreprise. 60, allez, 70%. Vous vous rendez compte, ça fait 40% de sièges tous les jours qui ne sont pas occupés. Donc, avec cette capacité de recalibrer ces bureaux, bah, ils vont pouvoir peut-être dégager un petit peu de budget pour équiper en télétravail, former leurs managers et trouver des outils collaboratifs et d'imaginer aussi de la collaboration externe à l'entreprise, hein, un petit peu plus de séminaires, un petit peu plus de kick-off, un petit peu plus de célébration, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes des animaux sociaux. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de ce lien. Et c'est ce qui a fait notre particularité sur toutes les autres espèces animales. C'est que nous sommes capables de suivre et de croire en des mythes qu'on arrive à imaginer. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça qu'on trouvera des solutions. Moi, je suis comme toi, Camille. Je suis un positif et un optimiste. Mais merci Julien pour en plus ce message qui nous fait sourire, Jean-François et moi, mais je suis sûr que beaucoup de gens sourient derrière leur écran après ton partage. Euh, quand je fais mon analyse
finalement, télétravail de demain, opportunités, menaces. Je vois beaucoup d'opportunités, beaucoup de perspectives positives. Et dans les menaces, je vois ces problématiques d'équité, je vois ces problématiques de risques psychosociaux, ces problématiques de troubles musculo-squelettiques. Et puis là, quand on discute, je vois aussi peut-être, je vois une problématique juridique, je vois une menace aussi peut-être économique, parce qu'il y a un mythe, enfin, euh, je l'ai personnellement beaucoup entendu, euh, le télétravail va permettre aux entreprises de faire beaucoup d'économies. Et finalement, par rapport à ce que j'entends, je me dis, bah, oui, mais il faut quand même prévoir un espace de travail pour le collaborateur chez lui. Il faut quand même qu'il vienne au travail, donc il faut qu'il ait un espace de travail sur son bureau. J'ai l'impression que ça fait 2 espaces de travail par collaborateur et que finalement, c'est pas une économie, le télétravail, c'est presque des coûts supplémentaires. Est-ce que c'est une bonne question? Est-ce que c'est vrai? Jean-François, comment est-ce que vous regardez cela chez VH Cloud? Est-ce que c'est des coûts supplémentaires ou est-ce que c'est des économies? Bah, c'est sûr que si on va vers un tout télétravail, ce sera une source d'économie et une réallocation des dépenses, des budgets des entreprises de manière assez évidente. Un mode hybride, là, il va falloir commencer à regarder et c'est certain que là, ça peut coûter plus cher. Donc, si on veut le faire intelligemment et si on veut maîtriser ses coûts, il faut regarder dans le détail, dans l'optimisation. Je pense que ça c'est clé et c'est vrai que certaines choses qui peuvent être effectivement coûteuses dans une entreprise peut-être se feront moins pour permettre effectivement à l'inverse d'avoir des équipements plus adaptés au domicile des collaborateurs. C'est comme la logistique, hein, c'est la logistique du dernier kilomètre pour arriver jusqu'au domicile de chaque collaborateur. C'est une complexité redoutable. On sera peut-être dans ce même type de complexité demain pour mettre à disposition des aménagements de travail organisés à l'entreprise et peut-être que ce sera trop complexe et qu'il faudra imaginer des fonctionnements différents, peut-être des prises en charge différentes et qui reposeront peut-être pas d'ailleurs que sur l'entreprise. Hein. On peut imaginer que dans un avenir que au niveau des collectivités, à un niveau plutôt national, on ait des prises en charge qui soient également proposées par la sécurité sociale ou par d'autres organismes. Là, enfin, je réfléchis juste à haute voix, mais l'avenir n'est pas encore clair sur ce point-là. Mais c'est sûr que si on veut prévenir de TMS et ce genre de points, l'accompagnement du télétravail pour les collaborateurs qui en feront beaucoup plus sera clé. C'est un enjeu de société, c'est pas un enjeu que d'une seule entreprise isolée. Ouais, et je me souviens de ce que tu me disais avant, quand on a préparé ce webinaire. Je vais le partager, mais juste avant, j'aimerais partager les résultats. Quel serait le format idéal selon vous demain en télétravail? Eh bien, full télétravail, j'ai 0% personnes favorables au full télétravail. J'ai 36% des gens qui sont sur un modèle hybride 50-50. 33% qui sont sur du 20% télétravail, 80% entreprise, donc hybride mais plus entreprise. 25% à l'inverse, hybride mais plus télétravail, 80% télétravail, 20% entreprise et 24% des votants. Et j'ai 6% qui répondent full entreprise à cette question du format idéal. Et finalement, moi, ce que j'ai compris aussi sur la question des coûts, le format qui coûte le plus cher, c'est le format hybride. Le full télétravail, full entreprise, finalement, enfin, parce que l'hybride, finalement, fait additionner les coûts, et puis on parlait de séminaires, etc. Et c'est celui qui est sollicité, en tout cas, par la communauté. Et je pense aussi que si on faisait le sondage chez Cali Social à plus grande échelle, je pense qu'on ne serait pas très, très éloigné de ces résultats-là. Non, tu me disais, Jean-François, en amont, en préparation, on parlait beaucoup de société, de prospective de société. Tu me disais, en fait, le télétravail va provoquer une augmentation de l'inéquité entre les personnes face au travail, parce que, et moi j'ai continué ma réflexion, je me suis dit, bah, effectivement, quelqu'un qui postule dans un monde tout télétravail, ou en tout cas un télétravail hybride avec une part très importante du télétravail, quelqu'un qui postule pour un poste demain, pourquoi cette personne ne dira pas, bah, écoutez, moi chez moi, j'ai une pièce qui est dédiée au télétravail, j'ai cet équipement-là, regardez, donc moi quand je serai en télétravail, je serai en sécurité, je vous offrirai une connexion de qualité, je vous offrirai du calme, et donc moi, employé qui est favorisé dans mon cadre de vie personnelle, et j'ai plus de valeur que quelqu'un qui n'est pas favorisé, qui n'a pas forcément une pièce dédiée, qui n'a pas une connexion incroyable, etc., etc., qui n'a pas la place pour travailler confortablement. Est-ce qu'il y a un risque d'inéquité de la société qui s'est augmenté par cette... c'est ce que tu m'as dit et... C'est plutôt un révélateur d'inéquité et c'est sûr que le lieu de travail, c'est un espace de sociabilisation et ça permet effectivement de travailler tous dans le même environnement
quel que soit son niveau, et son statut et son pouvoir d'achat et sa richesse et son patrimoine. À partir du moment où on est chez soi, c'est sûr qu'un télétravail dans son chalet à Stade, c'est pas le même télétravail que dans un 20 mètres carrés dans une ville. Et ça, on ne pourra rien y faire. C'est juste une réalité. Donc, à partir de ce moment-là, comment on compense avec ça? Quelle expérience on veut proposer à nos collaborateurs? Je pense que l'enjeu, il est là et reposer uniquement sur le logement d'une personne pour proposer une expérience d'entreprise, je pense que c'est court-termiste. La vue doit être un petit peu plus, plus, Je me plus permets, profonde pour Jean-François, pour aller plus loin. d'apporter une solution qui existe déjà, Vas-y, qu'on Julien. appelle les tiers-lieux. Par exemple, en province, ou même en Île-de-France, tu as pas mal de coworking qui ouvrent dans des vieilles gares désaffectées qui sont à 1 heure et demie de Paris, mais qui permettent en fait à des salariés de chez OVH qui habitent pas loin de Meaux de se retrouver dans un lieu où ils vont avoir la convivialité, ils vont avoir la connexion et les équipements ergonomiques. Et c'est après, du coup, avec une subvention que tu peux leur permettre d'avoir accès au même niveau que ton manager qui est dans son chalet à Stadt. Ça existe déjà en fait. Je vois le temps qui passe, c'est un sujet, et vraiment on voit que finalement ce sujet, il dépasse le sujet de l'individu et de l'entreprise, c'est un sujet de société, et ce confinement nous a provoqué finalement, nous a révélé finalement un sujet de société très important, et ça accélère finalement euh, le projet de la société de rendre le monde plus équitable pour tous. C'est là peut-être l'enseignement et la conclusion qu'on pourrait avoir aujourd'hui. J'avais promis à tout le monde des outils, de partir avec des outils. Jean-François, quels outils tu conseilles, tu donnes pour réussir son télétravail? Alors, au niveau de l'entreprise, parce que je vais plutôt prendre cette position-là, et ce qu'on a pu mettre en place en RH, nous, on fait beaucoup d'enquêtes d'engagement et d'écoute des collaborateurs. Donc, c'est clé pour nous d'avoir des remontées du terrain et on mène des enquêtes d'engagement tous les trimestres. Désormais, on utilise un outil qui s'appelle Picon pour ça. C'est une société qui est danoise. On utilise également des services pour nos entreprises, pour nos collaborateurs, pour leur permettre d'avoir des solutions à distance quand ils sont en télétravail, du type télémédecine, du type accompagnement de soutien psychologique. Donc, à l'e-social, bien sûr. Pour la télémédecine, on utilise Care aussi. Donc, c'est le genre de solution qu'on peut utiliser pour nos collaborateurs. Et ce qu'on peut utiliser également en interne pour permettre à nos équipes d'avoir une interaction et beaucoup d'échanges et des réunions plus dynamiques, parce que ça, c'est un vrai enjeu de pouvoir continuer à travailler ensemble dans l'entreprise, avec son équipe. Et on utilise un outil qui s'appelle Bicast pour ça. Bon, ben, Claire a partagé tous les liens vers ta boîte à outils. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, vous retrouverez toute la boîte à outils. Et, et, et toi, Julien, Moi, quel outil tu j'apporte un apportes à la mètre. communauté Il aujourd'hui? faut garder notre mètre de distance. Donc, c'est bon, je suis resté à 1 mètre de distance. Comme ça, on est tous en sécurité et en bonne santé. Mon outil, c'est toujours essayer de rire, de s'amuser, d'avoir des émotions. C'est hyper important. Je partage aussi un petit lien avec une vidéo sur les différentes postures de travail qu'on peut se bricoler pour faire du hacking de notre table à repasser, de notre lit, de notre sofa. Mais évidemment, vous pouvez suivre aussi des conseils qu'on nourrit sur notre fil Instagram ou sur LinkedIn sur Slean, Slean. Et puis, n'hésitez pas à penser à vous et tous les jours à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? Parce que dans l'équilibre de vie, on l'a dit plein de fois aujourd'hui, vie perso, vie pro, pour qu'on soit performant en vie pro, il faut que la vie perso, elle soit nourrie pour qu'elle puisse nous amener de l'énergie de l'autre côté. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? C'est la phrase la plus importante que vous pouvez vous poser tous les soirs avant de vous coucher. Bon, super, merci pour ton partage.
Et moi, je rappelle aussi, et puis ça faisait partie de beaucoup de commentaires, parce que j'ai pas pu tous les lire malheureusement. J'ai essayé de les recentrer pour que les thématiques soient abordées, mais la formation des managers, l'accompagnement des managers à manager en phase de télétravail, euh, que Quali Social apporte, les sensibilisations des salariés pour prendre soin d'eux, très important, savoir prendre soin de soi, et comme le disait très très bien Julien, et puis l'accompagnement des salariés d'une manière générale, avec notamment, tu en parlais Jean-François, le soutien psychologique, qui est aussi un outil important dans les entreprises aujourd'hui. J'ai beaucoup de commentaires très très positifs. Il est 12h02. J'ai beaucoup de commentaires très très positifs sur le webinar. Merci à tous. J'ai même eu un. Je suis fier. Je sais pourquoi je suis cliente d'OVH Cloud. Alors, je suis cliente d'OVH. C'est OVH Cloud maintenant le nom depuis déjà un an. Donc, je sais pourquoi je suis cliente d'OVH Cloud. Tout est dans l'intention des dirigeants, dont on ne parle pas assez. Les dirigeants doivent s'engager plus qu'ils ne le font dans les entreprises où la direction s'est coupée du reste de l'entreprise. Merci à tous. Je suis réenchanté par vos réponses. On a eu voilà, je tenais à le dire aux participants parce que j'ai beaucoup de messages très positifs dans le chat. Merci à tous. Merci donc aux intervenants. Merci à tous les participants. Prenons soin de nous. Et puis travaillons ensemble pour créer un monde meilleur demain pour l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Conclusion. Merci, au revoir. Merci à tous, merci Camille. Merci, François. Au revoir à tous.